Dans les sous-sols numériques d'une institution peu connue située à Bruxelles, dorment environ 190 milliards d'euros d'actifs appartenant à la Fédération de Russie. Ajouté aux autres comptes dispersés en Occident, le total atteint près de 300 milliards de dollars. C'est le plus grand trésor de guerre jamais gelé dans l'histoire de la finance moderne. Depuis février 2022, cet argent est dans les limbes. La Russie ne peut pas y toucher, mais l'Occident ne peut pas le dépenser. C'est une situation de paralysie juridique sans précédent qui met les nerfs des banquiers centraux à rude épreuve. Aujourd'hui, une pression immense monte pour franchir la ligne rouge, passer du gel temporaire à la saisie définitive de ces fonds pour financer la reconstruction de l'Ukraine. Sur le papier, l'idée semble moralement justifiée et politiquement séduisante, faire payer l'agresseur pour les dégâts causés. Mais dans la réalité complexe de la finance internationale, cette décision équivaut à appuyer sur un bouton nucléaire monétaire. Ce n'est pas une simple transaction bancaire, c'est une réécriture des lois fondamentales qui régissent la confiance entre les États souverains depuis des siècles. Ce documentaire n'est pas une prise de position sur le conflit militaire, c'est une analyse des conséquences systémiques d'une telle saisie. Nous allons plonger au cœur d'Euroclear, la chambre de compensation belge qui se retrouve, bien malgré elle, gardienne de ce trésor toxique. Nous verrons pourquoi Christine Lagarde et la Banque centrale européenne sont terrifiées à l'idée de toucher à cet argent, craignant que cela ne brise la colonne vertébrale de l'euro. Nous analyserons le concept d'immunité souveraine, ce bouclier juridique invisible qui protège les États les uns des autres, et ce qui se passe lorsque ce bouclier est brisé. Si Washington et Bruxelles décident de s'approprier ces milliards, quel message cela envoie-t-il à Pékin, Riyad ou New Delhi? La réponse est simple, votre argent n'est plus en sécurité chez nous. C'est le risque d'une fragmentation définitive du système financier mondial. Préparez-vous à comprendre pourquoi l'argent gratuit n'existe pas en géopolitique. Saisir les avoirs russes pourrait rapporter 300 milliards à court terme, mais coûter à l'Occident son hégémonie financière à long terme. C'est l'histoire d'un piège juridique où chaque option présente un risque mortel pour le système dollar. Bienvenue dans l'analyse du vol légal. Chapitre 1. La chambre forte secrète, qui est Euroclear. Pour comprendre où se trouve l'argent, il faut oublier les images de lingots d'or empilés dans une banque suisse ou de palettes de billets verts à New York. La réalité est beaucoup plus bureaucratique et numérique. La grande majorité des actifs russes gelés, environ 70%, ne se trouvent pas aux États-Unis, mais en Belgique, dans les livres de compte d'une entreprise privée dont le grand public ignore souvent l'existence, Euroclear. C'est une chambre de compensation et un dépositaire central de titres, CSD, le véritable plombier de la finance mondiale. Euroclear est le gardien du temple. Lorsqu'un État ou une grande banque achète des obligations ou des actions, ces titres sont souvent stockés et gérés par Euroclear pour assurer la sécurité et la liquidité des transactions. La Banque centrale de Russie, avant 2022, utilisait massivement Euroclear pour investir ses réserves de change en obligations européennes et américaines. Elle pensait que la Belgique, cœur administratif de l'Europe, était un coffre-fort neutre et inviolable. C'était une erreur de calcul stratégique majeure qui a conduit à la situation actuelle. Lorsque les sanctions sont tombées, Euroclear a reçu l'ordre de geler les comptes. Concrètement, cela signifie que les obligations russes continuent de générer des intérêts, les coupons tombent, les titres arrivent à maturité et sont remboursés en cash. Mais cet argent ne peut pas être renvoyé à Moscou. Il s'accumule donc sur les comptes d'Euroclear. On parle de milliards d'euros de cash qui s'empilent mois après mois, générant eux-mêmes des intérêts exceptionnels pour la firme belge, créant une situation comptable grotesque. La position d'Euroclear est extrêmement délicate. Cette entreprise n'est pas une banque centrale, c'est une entité privée systémique. Elle détient plus de 37 000 milliards d'euros d'actifs en dépôt pour des clients du monde entier. Si elle commence à saisir les actifs d'un de ses clients sur ordre politique, elle viole son mandat fiduciaire de neutralité. Pour Euroclear, la saisie des avoirs russes est un cauchemar existentiel. L'entreprise craint d'être poursuivie en justice pendant des décennies par la Russie dans toutes les juridictions du monde pour vol de propriété. C'est pourquoi la Belgique et l'Union européenne avancent sur des œufs. Ils savent que toucher au capital principal, le principal, est juridiquement explosif. Pour l'instant, l'Europe a trouvé une astuce. Taxer les profits inattendus, windfall profits, générés par le cash gelé, sans toucher aux 300 milliards eux-mêmes. C'est une gymnastique mentale pour essayer de prendre l'argent sans avoir l'air de le voler. Une distinction subtile que Moscou considère déjà comme du banditisme pur et simple. La structure même du système financier occidental repose sur la confiance dans ces chambres de compensation. Si Euroclear devient une arme de guerre, alors aucun actif étranger n'est en sécurité en Europe. Un investisseur brésilien ou indonésien pourrait légitimement se demander
Si mon gouvernement a un désaccord diplomatique avec Bruxelles demain, mon argent sera-t-il saisi? La neutralité de l'infrastructure financière est la clé de voûte de l'attractivité de l'euro. En résumé, Euroclear est assis sur une bombe à retardement. Les coffres numériques de Bruxelles contiennent un trésor qui brûle les doigts de tout le monde. L'argent est là, visible, disponible, mais protégé par des verrous juridiques et systémiques que personne n'avait prévu de devoir faire sauter un jour. Chapitre 2. Le bouclier juridique, l'immunité souveraine. Le principal obstacle à la saisie de ces 300 milliards n'est pas technique, il est juridique. Il repose sur un principe vieux de plusieurs siècles, appelé l'immunité souveraine. En droit international coutumier, un État ne peut pas saisir les biens d'un autre État situé sur son territoire sans son consentement, sauf dans des cas très spécifiques, comme une déclaration de guerre formelle. Ce principe a été conçu pour permettre aux nations de commercer et d'interagir pacifiquement, même en cas de désaccord, en garantissant que les réserves d'une banque centrale sont sacrées. Les juristes occidentaux sont divisés. Certains, comme ceux de l'administration américaine, arguent qu'en violant le droit international par son invasion, la Russie a perdu ses droits à l'immunité souveraine. Ils parlent de contre-mesures légitimes. C'est une interprétation nouvelle et agressive du droit, lawfare. D'autres, notamment en Allemagne et à la BCE, avertissent que cela créerait un précédent juridique dévastateur. Si l'on commence à faire des exceptions à l'immunité souveraine basées sur des jugements politiques ou moraux, tout le système s'effondre. La distinction entre geler et saisir est capitale. Geler des actifs est une mesure temporaire réversible. On met l'argent sous clé pour forcer une négociation avec l'idée implicite qu'il sera rendu ou utilisé comme monnaie d'échange à la fin du conflit. Saisir les actifs signifie transférer la propriété définitivement. C'est une expropriation. Juridiquement, c'est l'équivalent d'une nationalisation sans compensation. Pour un système capitaliste fondé sur le droit de propriété, c'est une transgression majeure. Les risques de représailles juridiques, litigation, risques, sont immenses. La Russie a déjà prévenu qu'elle contesterait toute saisie devant toutes les cours internationales possibles pendant des décennies. Mais plus grave encore, Moscou pourrait riposter en saisissant les actifs occidentaux encore présents en Russie, usines, comptes bancaires d'entreprises européennes, selon le principe de l'œil pour l'œil. Ce serait une guerre d'expropriation généralisée où aucune entreprise multinationale ne serait à l'abri. De plus, il n'existe pas de tribunal mondial unique compétent pour autoriser une telle saisie. La Cour internationale de justice, CIJ, n'a pas été saisie pour trancher sur les dommages financiers. L'Occident agirait donc à la fois comme juge, jury et bourreau, décidant unilatéralement du montant des réparations et se servant directement dans les comptes. Cela ressemble beaucoup à la justice des vainqueurs, ce qui est difficilement acceptable pour les pays du Sud global qui observent la scène avec inquiétude. L'histoire nous montre que les réparations de guerre sont généralement négociées après la fin des hostilités, dans un traité de paix. Saisir l'argent pendant le conflit pour financer l'effort de guerre de l'adversaire est une nouveauté radicale. Cela brouille la ligne entre la finance et le combat militaire. Les réserves de change deviennent des otages et le système bancaire international devient un champ de bataille actif. En conclusion de ce chapitre, le droit international n'est pas juste un morceau de papier, c'est le logiciel qui fait tourner les relations entre États. Saisir les actifs russes reviendrait à introduire un virus dans ce logiciel, créant des bugs imprévisibles dans tous les futurs contrats internationaux. C'est pourquoi les avocats de Bruxelles et de New York transpirent à grosses gouttes. Chapitre 3. La fin de la neutralité du dollar et de l'euro. Pendant des décennies, le dollar américain et l'euro ont joui d'un statut privilégié. Ils étaient considérés comme des biens publics mondiaux. Les pays achetaient du dollar, non pas parce qu'ils aimaient la politique étrangère américaine, mais parce que c'était l'actif le plus sûr, le plus liquide et le plus stable juridiquement. La promesse implicite était « Quoi que vous fassiez, votre argent est en sécurité chez nous ». Cette promesse a été ébréchée en 2022 avec le gel des avoirs, et elle serait totalement brisée par une saisie. La militarisation de la monnaie, weaponization of finance, change la nature même de la monnaie de réserve. Si le dollar devient un outil politique qui peut être désactivé à distance, si vous ne suivez pas les règles de Washington, alors il cesse d'être une réserve de valeur neutre pour devenir un instrument de coercition. Pour un pays comme la Chine, qui détient des centaines de milliards de dettes américaines, le message est clair, vous êtes à la merci d'une décision du Congrès américain. Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a publiquement mis en garde contre les conséquences d'une saisie. Elle sait que l'euro est une monnaie de réserve junior par rapport au dollar. Si l'Europe est perçue comme un endroit où les droits de propriété sont aléatoires, les investisseurs étrangers fuiront l'euro beaucoup plus vite qu'ils ne fuiront le dollar. L'Europe a beaucoup plus à perdre car son économie est plus ouverte et plus dépendante des capitaux extérieurs que celle des États-Unis. Cette politisation accélère la recherche d'alternatives.
Si vous ne pouvez plus faire confiance aux banques occidentales, où mettez-vous votre argent? C'est la question que se posent tous les dirigeants non alignés. La réponse n'est pas évidente, car il n'y a pas encore de concurrent sérieux au dollar. Mais la volonté de créer ce concurrent n'a jamais été aussi forte. La saisie des actifs russes serait le meilleur argument de vente pour un système financier alternatif mené par les BRICS. Le concept de safe haven, valeur refuge, est en train d'être redéfini. Avant, une valeur refuge était une obligation d'État occidental. Demain, une valeur refuge pourrait être un actif que l'Occident ne peut pas toucher. De l'or physique stocké à domicile, des matières premières ou des monnaies numériques souveraines. C'est un retour en arrière vers une finance plus méfiante, plus compartimentée, moins efficace. Les États-Unis poussent fort pour la saisie car la majorité des actifs sont en Europe, pas chez eux. Ils prennent le risque politique, mais l'Europe prend le risque économique. En synthèse, transformer sa monnaie en arme est une stratégie à usage unique. Vous pouvez le faire une fois pour détruire un ennemi, mais vous détruisez en même temps la confiance qui rendait votre monnaie puissante. C'est sacrifier le pouvoir structurel, hégémonie du dollar, pour un gain tactique immédiat, 300 milliards pour l'Ukraine. Chapitre 4. La réaction du Sud global. Dédollarisation. L'impact le plus redouté n'est pas la réaction de la Russie, qui a déjà intégré la perte de cet argent, mais celle des pays tiers, Chine, Arabie Saoudite, Inde, Brésil, Indonésie. Ces pays, qu'on appelle souvent le Sud global, détiennent collectivement des milliers de milliards de réserves en dollars et en euros. Ils observent par même ce précédent juridique avec terreur. Pour eux, si la Russie peut être expropriée, n'importe qui peut l'être. L'Arabie Saoudite aurait, selon certaines rumeurs financières, discrètement fait savoir au G7 que si les actifs russes étaient peut-être saisis, elle reconsidérerait ses propres investissements en obligations européennes, notamment françaises. C'est une menace voilée de bank run géopolitique. Si les pétromonarchies commencent à liquider leurs actifs occidentaux par peur d'être les prochains sur la liste, cela provoquerait un krach obligataire et une hausse brutale des taux d'intérêt en Occident. La Chine est déjà en train de manœuvrer. Depuis 2022, Pékin réduit doucement son exposition à la dette américaine et achète de l'or physique à un rythme record. C'est une stratégie de dérisquage. La saisie des actifs russes validerait la paranoïa stratégique de Xi Jinping et accélérerait la mise en place de systèmes de paiement hors SWIFT, comme le CIPS chinois. L'objectif est de créer un circuit financier immunisé contre les sanctions occidentales. Ce mouvement de défiance ne se traduit pas par un effondrement immédiat du dollar, mais par une fragmentation. Le monde se divise en deux blocs financiers. Le bloc dollar, euro pour les alliés de l'OTAN, et un bloc or, yuan, commodities pour le reste du monde. Les échanges entre ces deux blocs deviennent plus difficiles, plus lents et plus coûteux. C'est la fin de la globalisation financière fluide des années 90-2000. L'ironie est que la saisie des actifs russes, censée punir Moscou, pourrait finir par renforcer les alliances anti-occidentales. Elle donne un argument commun à des pays très différents pour s'unir contre l'arbitraire financier de l'Occident. Les sommets des BRICS deviennent des lieux où l'on discute concrètement de comment se protéger des armes financières américaines. Le marché de l'or est le meilleur baromètre de cette peur. L'or est le seul actif financier qui n'est la dette de personne et qui ne peut pas être gelé numériquement s'il est stocké physiquement chez soi. La hausse structurelle de l'or face aux devises fiduciaires reflète cette perte de confiance dans la dette souveraine occidentale comme réserve de valeur ultime. En conclusion de ce chapitre, la saisie des 300 milliards pourrait être le catalyseur qui transforme la dédollarisation d'un concept théorique lent en une réalité politique accélérée. L'Occident risque de gagner 300 milliards aujourd'hui, mais de perdre le privilège exorbitant d'imprimer la monnaie du monde demain. Chapitre 5. La riposte russe. L'œil pour l'huile. Il ne faut pas croire que Moscou restera passif face à une telle expropriation. Le Kremlin a préparé sa riposte depuis longtemps. La Russie détient sur son propre sol des actifs appartenant à des investisseurs occidentaux et des entreprises étrangères qui sont actuellement bloquées dans des comptes spéciaux, les comptes de type C. Le montant exact est flou, mais il est estimé à une valeur comparable ou significative par rapport aux actifs russes gelés. La stratégie russe est celle de la prise d'otage économique. Si l'Occident saisit 1 milliard à Bruxelles, la Russie saisira 1 milliard à Moscou, en nationalisant les usines, les équipements ou les comptes bancaires d'entreprises européennes ou américaines qui n'ont pas encore quitté le pays. Des entreprises comme Raiffeisen Bank, Unicredit ou des géants industriels sont directement menacés. Ce serait un transfert de propriété brutal et immédiat. Vladimir Poutine a déjà signé des décrets permettant la gestion temporaire d'actifs étrangers par l'État russe. Le pas vers la confiscation totale est minime.
Cela créerait une pagaille juridique monstre pour les entreprises occidentales, qui devraient impasser ces pertes dans leur bilan, affaiblissant leur cours de bourse et demandant potentiellement des compensations à leur propre gouvernement. De plus, la Russie pourrait utiliser les tribunaux russes pour lancer des mandats d'arrêt internationaux ou des saisies contre les dirigeants d'Euroclear ou des banques centrales impliquées. Même si ces mandats ne sont pas exécutés en Occident, ils compliquent la vie des institutions et créent un climat d'insécurité juridique permanente. C'est la guerre du droit, lawfare, poussée à son paroxysme. Une autre menace, plus subtile, est la répudiation de la dette. La Russie pourrait déclarer que toute dette qu'elle doit encore à des créanciers occidentaux est désormais considérée comme payée par la saisie de ses réserves. Elle compenserait sa dette par ses pertes, laissant les détenteurs d'obligations russes, fonds de pension banques, avec zéro espoir de revoir leur argent. Cette escalade mènerait à une rupture totale des liens économiques, un véritable rideau de fer financier. Il n'y aurait plus aucun mécanisme d'arbitrage ou de résolution de conflits. Ce serait la loi de la jungle. Chaque État prend ce qui est à sa portée physique. Pour le commerce international, qui repose sur des règles et des garanties, c'est un retour au XIXe siècle. En synthèse, la riposte russe ne sera peut-être pas capable de faire mal au dollar, mais elle fera très mal aux entreprises européennes spécifiques exposées en Russie. L'Europe paiera, encore une fois, le prix fort de cette guerre économique, tandis que les actifs russes saisis iront principalement financer des armes américaines pour l'Ukraine. Une asymétrie qui n'échappe pas à Moscou. Chapitre 6. Synthèse et leçons de Versailles, Histoire. Nous nous trouvons aujourd'hui à un carrefour historique vertigineux, qui rappelle étrangement l'année 1919 et la signature du traité de Versailles. À l'époque, les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, aveuglés par le désir de vengeance, ont imposé à l'Allemagne des réparations financières astronomiques, humiliantes et économiquement insoutenables pour sa population. L'objectif politique semblait moralement juste sur le moment, faire payer le perdant pour les destructions massives causées par le conflit. Cependant, comme l'avait brillamment prédit l'économiste John Maynard Keynes dans son ouvrage prophétique, cette intransigeance a conduit à l'effondrement total de l'économie allemande, nourrissant un ressentiment toxique qui a pavé la voie au nazisme et à une guerre encore plus dévastatrice 20 ans plus tard. Aujourd'hui, l'Occident risque de commettre une erreur stratégique de même ampleur, mais avec des outils financiers numériques beaucoup plus sophistiqués et immédiats. Saisir les actifs russes revient à privilégier la punition à court terme sur la stabilité systémique à long terme, une vision myope qui ignore les conséquences secondaires. En confisquant l'épargne nationale d'une puissance nucléaire, on détruit les derniers ponts diplomatiques, qui pourraient permettre un jour une réintégration de la Russie dans le concert des nations. Si vous volez toutes les réserves d'un pays, vous ne lui laissez aucune incitation rationnelle à revenir à la table des négociations, créant un État paria, revanchard et définitivement tourné vers la construction d'un bloc hostile. Le système financier international est un bien commun extrêmement fragile, construit patiemment sur des décennies de confiance implicite dans le respect du droit de propriété, même en temps de crise. En voulant utiliser ce système comme une arme de guerre totale pour obtenir des gains rapides, les dirigeants occidentaux risquent de briser la mécanique fine qui permet au commerce mondial de fonctionner. On ne peut pas, par définition, posséder à la fois une monnaie de réserve mondiale neutre qui attire les capitaux de tous et une arme politique active qui punit ceux qui désobéissent. Il faut choisir entre être le banquier du monde ou le policier du monde, car la saisie des avoirs prouve que l'Occident a choisi l'arme au détriment de la confiance. Les 300 milliards de dollars russes apparaissent aux yeux des politiques comme une solution miracle indolore pour financer la reconstruction de l'Ukraine sans taxer leurs propres citoyens. Mais en réalité, ces milliards sont un mirage dangereux qui cache un coût caché exorbitant pour l'avenir de l'économie occidentale. Leur saisie ne garantit absolument pas la victoire militaire sur le terrain, mais elle garantit presque certainement une crise de confiance financière mondiale sans précédent. C'est le précédent juridique qui compte. Une fois la boîte de Pandore ouverte, n'importe quel actif de n'importe quel pays souverain pourra potentiellement être saisi au gré des tensions géopolitiques futures, transformant la finance en jungle. La véritable question philosophique que pose cette affaire dépasse le cadre du conflit ukrainien. Qu'est-ce que l'argent au XXIe siècle ? Si l'argent déposé en banque est simplement une créance sur un système, et que le maître politique de ce système peut annuler cette créance d'un trait de plume, alors cet argent ne vous appartient pas vraiment. La Russie est en train d'apprendre cette leçon fondamentale à la dure, et le reste du monde, notamment les pays émergents, prend des notes frénétiquement. La ruée actuelle vers l'or physique des banques centrales mondiales est la réponse directe et logique à cette insécurité nouvelle. On échange des promesses papier vulnérables contre du métal inaltérable et incensurable. Nous entrons inévitablement dans une ère de finance de bloc, marquant la fin de la globalisation fluide des 30 dernières années.
La saisie des actifs serait l'acte de naissance officiel d'un monde multipolaire compartimenté, non pas par choix idéologique, mais par pure nécessité de survie financière pour les pays non alignés. L'Occident garderait ses règles et ses réseaux pour ses alliés, tandis que le reste du monde construirait ses propres chambres de compensation et ses propres standards monétaires. Ce n'est pas la fin de la finance internationale, mais c'est la fin de l'efficacité et de l'interconnexion qui ont permis la prospérité mondiale récente, remplacée par des frictions coûteuses et permanentes. Il existe aussi une asymétrie de risque flagrante entre les États-Unis et l'Europe dans ce dossier explosif, car la majorité des fonds sont bloqués en Belgique, et non à New York. Washington pousse fort pour la saisie, car cela sert ses intérêts politiques internes, mais c'est l'Europe et sa monnaie unique qui supporteront le choc de la perte de crédibilité. Si l'euro est perçu comme une devise risquée, où l'épargne étrangère peut être nationalisée, les investisseurs se détourneront du vieux continent, aggravant son déclin économique. C'est un jeu de poker menteur entre alliés, où l'Europe risque de sacrifier sa réputation financière séculaire pour s'aligner sur une stratégie géopolitique américaine à court terme. L'histoire jugera sévèrement si ces 300 milliards valaient vraiment le prix de la fragmentation définitive du monde financier et de la perte d'influence de l'Occident. Pour l'instant, le doigt des législateurs est posé sur le bouton de la saisie. Les dirigeants d'Euroclear tremblent face aux conséquences juridiques et les marchés mondiaux retiennent leur souffle. La décision de franchir ou non cette ligne rouge déterminera la structure du pouvoir mondial pour les 50 prochaines années, prouvant que dans la guerre moderne, les bilans comptables sont devenus aussi létaux et stratégiques que les missiles balistiques. Cette décision historique ne menace pas seulement les oligarques, elle redessine l'avenir de votre propre monnaie et de votre épargne. Si cette analyse vous a permis de comprendre l'enjeu réel derrière les titres des journaux, soutenez ce travail d'investigation avec un like. Abonnez-vous dès maintenant, restez lucide, protégez vos arrières et à très vite pour le prochain dossier.